Bonjour François Darnaudet. Salut Bonsoir. Oui. On s'était vu l'an dernier pour le Fauve du meilleur crime, qui est toujours là, toujours d'actualité, qui nous présentait un polar made in Sud-Ouest, hein, donc on en est très fiers, avec le privé Igor Leroux, dont on attend une suite apparemment pour dans Octobre. Le tome 2 devrait paraître en octobre et il s'appellera L'amore autrus. L'amore à l'italienne. Oui, l'amore. Ok. Alors c'est impossible de faire le tour d'une bibliographie qui touche à tout. La science-fiction, le polar, la SF, le gore, vous avez été dans tous les domaines. Vous êtes pour moi, vous êtes vraiment ce qui qualifie le mieux le mot populaire, un auteur populaire. Et donc j'ai flâné sur les réseaux sociaux, ou sur les réseaux dits sociaux, pour essayer de trouver un angle d'attaque. Et je suis tombé sur une réponse que vous avez faite à un lecteur qui vous demandait quel choix dans votre bibliographie, quel type de bouquin vous pourriez lui conseiller. Alors vous disiez, votre roman préféré c'est le Möbius, je pense qu'il est là. Non. Non, il n'est pas là. Le plus primé, c'est L'homme qui valait des milliards. Alors là, moi personnellement, je signe, parce que c'est un excellent polar qui met en scène un prof de maths. C'est vraiment... Je conseille ce livre, je ne sais pas s'il est là dans le... Non, il est épuisé. Il est épuisé. Et l'éditeur n'existe plus. Ah, ben, ça ne m'étonne pas. Et le plus vendu, c'est le Papyrus. C'est ce que vous disiez. Hein. Oui, c'est ça, oui. Et le plus complet, c'est Les Dieux de Cluny, qui est ici aussi. Oui, donc c'est celui que vous conseillez en fait à vos lecteurs. Donc c'est un conseil qui est toujours valable. Vous pourrez toujours vous procurer ces livres-là tout à l'heure. Il en reste un dans cette liste que vous n'avez pas, que je vais citer maintenant, et que vous avez dit, que vous avez qualifié du roman qui vous a donné le plus de plaisir. Oui. Vous voyez lequel c'est? Oui, Trois guerres pour Emma. Trois guerres pour Emma. C'est ma pire vente. Hein. On va parler de celui que c'est le voilà. Mais oui, mais oui. Ces trois guerres, c'est la guerre de 70, oui. La Commune de Paris, et puis de façon plus surprenante, la guerre américaine, une des dernières guerres américaines contre les Indiens, celle de Custer à Little Bighorn, et dans laquelle trois guerres pour trois personnages, Joseph Monroe, le soldat, Jean-Baptiste Galen, le communard intello, et Emma l'institutrice rebelle. Alors je sais, ce roman n'est pas là, mais je ne sais pas si on ne peut pas l'avoir en numérique. Alors, non, il existe en papier et en numérique. Hein. Ah oui, c'est sur alors, Internet. Moi, il se trouve, oui, on le trouve sur Internet. C'est un bouquin qui m'a fasciné. Ouais. Et je voudrais savoir comment c'est possible, comment vous venez venu cette idée de mettre ces trois personnages. Sur les trois personnages, il y en a deux qui sont des personnages réels, qui ont effectivement traversé la Commune et la guerre de Prusse contre les Prussiens, la Commune et cette fameuse guerre contre les Indiens. Alors c'est un départ. Alors quand je le raconte, en général, tout le monde pense que je raconte des âneries ou j'essaye de. Je joue au Philippe Cadic de Metz justement. Non, en fait, je suis de formation scientifique, donc j'ai un doctorat en mécanique, mais j'ai été confronté dans ma vie à deux événements irrationnels de nature très différente. Donc un qui n'a aucun lien avec Trois guerres pour Emma, qui est une expérience que j'appelle moi le jet du dé, donc je ne vais pas en parler aujourd'hui du dé. Et par contre j'ai une autre expérience très, très curieuse qui me vient d'un rêve que j'ai eu quand j'avais à peu près, alors c'est vraiment de l'ordre de 3-4 ans. Et en fait, à 3-4 ans, j'ai rêvé que je participais à la bataille de Little Bighorn. Alors la bataille de Little Bighorn, elle est connue parce que c'est la grande bataille. C'est la dernière défaite de l'armée américaine contre les Indiens. Oui. C'est celle où le lieutenant-colonel Custer a été massacré avec toute une partie de ses troupes par les Sioux de Sitting Bull et de Crazy Horse. Et en fait, j'ai fait un rêve autour. Alors évidemment, il y avait une amorce. J'étais jeune et mon père m'avait offert un jeu de Little Bighorn. Mais un jeu auquel je ne comprenais rien, si ce n'est qu'il y avait les figurines, il y avait un petit Custer avec ses deux pistolets, etc. Il y avait Sitting Bull à cheval, etc. Et j'ai fait un rêve et j'ai vu la fin de la bataille de Little Bighorn, alors que je ne connaissais strictement rien.
puis, les années passant, évidemment, pour moi, c'était juste un souvenir et un rêve, mais avec un prolongement de la bataille de Little Bighorn. Et petit à petit, la bataille de Little Bighorn a croisé assez souvent mon existence. Donc j'ai fait un de mes romans aussi qui parle uniquement de ça, de ce lien. Et je me suis rendu compte au bout d'un moment que ce que j'avais rêvé avait réellement eu lieu. Alors en fait, mon rêve consistait en ceci. J'étais un soldat de l'armée américaine, donc du 7e de cavalerie. Dans le rêve, j'étais un officier qui avait été blessé par un Sioux. Je tombais sur le champ de bataille. Puis à un moment, voyant que j'étais au milieu de toutes les troupes de Custer et donc de mes troupes, on était en train de tout s'y passer. Et je simule la mort. Et à ce moment-là, donc au moment où il n'y a plus aucun soldat vivant, si ce n'est moi simulant ma mort, je vois que les Indiens commencent à scalper tous les soldats. Donc tout ça, c'est le rêve, mais si vous lisez la bataille de Little Bighorn, c'est exactement ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, voyant que je vais être scalpé, je sors, je me lève et je décide d'en finir, de faire mon boulot finalement que je n'avais pas fait, puisque j'avais simulé une mort. Et donc je sors mes 2 pistolets, et j'étais officier dans le rêve, et donc je commence à menacer les Indiens, et les Indiens à ce moment-là qui évidemment me tuent. Voilà, donc ça c'était le rêve de l'époque où j'avais à peu près 4 ans. Et il y a une dizaine d'années, en lisant la bataille de Little Bighorn, donc je commençais à savoir pas mal de choses sur la bataille de Little Bighorn, mais il y a une dizaine d'années, j'apprends un détail qui me trouble énormément, c'est que l'aide de camp de Custer, qui était un capitaine, je crois. Poivreau Non, pas lui. Pas non, lui. enfin, à mon avis, c'était tous des poivreaux, ouais, mais enfin bon. Mais non, lui, il n'était pas réputé pour ça. En fait, c'était le tireur d'élite du 7e de cavalerie, qui était un type qui avait une double barbe, comme ceci. Un truc qui n'est pas terrible, et qui se fait plus maintenant, et heureusement. Il y avait donc 2 pointes de barbe, et ce gars-là, le tireur d'élite, à un moment a reçu un coup de tomahawk. Il a été assommé, et donc vers la fin de la bataille, il faisait partie de ceux qui avaient l'air d'être morts. Et quand les Sioux ont commencé à scalper tout le monde, les Indiens... Alors pourquoi je ne connais ce détail que depuis une dizaine d'années? Parce que les historiens américains avant refusaient d'écouter les témoignages des survivants indiens, enfin des Indiens qui avaient participé à la bataille. Ils considéraient que les Indiens n'étaient pas capables de faire des témoignages fiables sur la bataille. Bon, évidemment, maintenant, l'histoire a changé, et maintenant, on sait que il faut tenir compte des Indiens. Donc les Indiens expliquent qu'effectivement, à un moment, s'est relevé un soldat qui a sorti ses 2 pistolets, qui a fait semblant de tirer sur eux, qu'il n'avait plus de balles, et les Indiens l'ont... Voilà, bon. En parallèle, j'ai écrit plein de bouquins sur le 19e siècle. Bon, là c'est le 19e siècle. Tout ça, ce sont des bouquins qui tournent autour du 19e siècle. Et alors moi, je fais partie des gens... alors le 21e siècle ne m'intéresse absolument pas. Le 20e, pas du tout. Je ne suis pas du tout nostalgique des années 60-70. Pour moi, c'était vraiment pas agréable. Et par contre, j'ai une familiarité et une adoration pour la fin du 19e siècle. Et dans le 19e siècle, j'en reviens toujours à la même époque. Je suis fasciné, et je finis alors à force de lire, j'ai l'impression de l'avoir vécu, par l'époque du siège de Paris, par les Prussiens. Donc à l'époque, ce ne sont pas les Allemands, ce sont les Prussiens qui assiègent Paris. Les Parisiens sont enfermés pendant le siège de Paris. Donc ça débute à la République. La République est proclamée le 4 septembre 1870. Les Parisiens sont cernés vers le 15 septembre, donc ils ne peuvent plus sortir. Et la lutte va durer jusqu'au mois de février à peu près. Et là, donc le gouvernement français, la République se rend. Et à un moment inquiet, en voyant que le peuple est encore armé, c'est-à-dire le peuple qui avait fourni les gardes mobiles, les mobilos, possédait les chasse-peaux et possédait les canons de la butte Montmartre. Et à ce moment-là, Versailles envoie des officiers de la troupe pour récupérer les canons. Et le peuple, Louise Michel, grande future communarde, réveille les Parisiens, dit il faut résister, on ne rend pas les armes. Et c'est le début de ce que l'on appelle la Commune de Paris, qui va durer 2 mois à peu près et qui va se terminer par un bain de sang. Donc 2e guerre.
Et puis il y a ce fameux Custer, la bataille de Little Bighorn, qui a lieu en 1876. Et donc toute ma vie, j'ai cassé les pieds à tous mes proches en disant je suis mort à Little Bighorn, mais j'ai connu 1870 et 1871. Évidemment, gros rire, c'est impossible, tu ne peux pas être à la fois français et américain. Sauf que, en discutant avec le grand spécialiste européen de Little Bighorn, qui est un Suisse qui s'appelle David Cornu, il s'est rendu compte que dans le 7e de cavalerie de Custer, il y avait 2 Français qui avaient connu la guerre de 1870. Donc c'est Joseph Monroe et Jean-Baptiste Galen, que en faisant des recherches, il a vu que Jean-Baptiste Galen, qui était un étudiant donc en 1870, avait quitté la France et avait été expulsé de France en tant que révolutionnaire. Donc révolutionnaire, c'est la commune, voilà, proscrit de France en tant que révolutionnaire. Donc là, c'est la commune de Paris. Et donc ce gars-là, lui, s'est retrouvé avec la troupe de Custer. Alors maintenant, il faut revenir à la bataille de Little Bighorn. On dit que Custer et ses hommes ont tous été massacrés. Alors attention, en fait Custer avait 600 hommes et il a scindé sa troupe en 3. Donc en fait, il y a une troupe commandée par un capitaine qui détestait Custer et que Custer détestait. C'était le numéro 3 du 7e de cavalerie. Il y avait un major qui était un administratif qui pour la première fois de sa vie allait au combat, qui s'appelle le major Reynaud, et qui lui était un type alors tellement compétent qu'on pense qu'entre le moment où il a commencé la charge et le moment où il a terminé la charge contre les Indiens, il a sifflé une bouteille de whisky. Témoin assisté. Donc ça c'était le numéro 2 du 7e de cavalerie. Et Custer, lui, a attaqué le camp indien d'un autre côté. Et c'est le groupe Custer en fait qui a été entièrement massacré, qui avait 270 hommes. Alors, où étaient nos communards? Enfin, nos communards ou nos 2 Français en tout cas qui avaient connu les 2 premières guerres en France. Celui qui s'appelle Joseph Monroe et dont on ne sait pas grand chose, si ce n'est que c'était un ouvrier lorrain, s'est retrouvé parmi les 40 derniers tués aux côtés de Custer. C'est-à-dire que Custer à la fin, quand les Indiens l'ont coincé, de 200 et quelques, à un moment il y a eu un dernier losange où ils n'étaient plus qu'une quarantaine. Et alors, les Américains ont tout reconstitué. Si vous allez voir le site de Little Bighorn, vous avez les tombes qui sont à l'emplacement où ils ont été tués. Donc vous avez la tombe de Custer, là où il est mort, et vous avez donc la tombe de ce Français, là, Joseph Monroe, qui est à quelques mètres de Custer, et il fait partie de ce que l'on appelait le dernier losange. Hein, ils ont réussi à se mettre, les 40 derniers se sont mis en losange. Et donc ces types-là, ils y sont tous passés. Donc ce Français-là, en fait, il a connu 1870, la commune, probablement, et lui, il est mort à côté de Custer, tué par les Indiens, après s'être battu contre les Allemands et les Versaillais. Quant à l'autre, lui, l'étudiant, lui, il s'est retrouvé dans le groupe du major Reynaud, c'est-à-dire de l'alcoolique. Et alors l'alcoolique, comme il était ivre-mort, à un moment, quand il a vu que les Indiens venaient vers lui, ce qui était le propre d'une guerre, hein, en fait, d'aller à la confrontation, il a battu en retraite et il s'est mis sur une colline. Voilà. Et sur la colline, ils ont résisté. Voilà. Et c'est là que il y a l'autre Français. Et ce sont ces 2 personnages historiques qui existent réellement, qui sont les héros de 3 guerres pour Emma, qui est un livre qui se trouve très difficilement, que personne n'a acheté. Quant à Emma, elle est fictive. Voilà. Oui. Alors Emma est fictive, mais elle est quand même inspirée par Louise Michel. Oui, tout à fait. Non, mais dans ce roman on ne peut pas trouver, mais si on peut le trouver, il paraît. Oui, on peut le trouver. Ouais. En ligne, moi je l'ai. Oui. Donc comment je vais le trouver? Je sais pas. Bon. On retrouve Verlaine, Courbet, on retrouve Louise Michel, donc cette aspiratrice. Ouais. Et à un moment donné, vous faites dire à Verlaine, ce fut une révolution bavarde, brouillonne et doctrinaire, mais je l'aimais cette commune. Je me demande si c'est vraiment Verlaine qui dit ça ou si c'est François Darnaudet. Pour François Darnaudet, vous avez aussi évidemment tous ces romans qui sont devant nous, là, donc science-fiction. Et puis vous avez Igor, le détective qui va revenir pour un prochain polar. Oui. Si vous deviez le projeter dans une aventure, dans un futur immédiat, qu'est-ce que vous feriez de lui? Alors futur immédiat dans 20 ans à peu près. Donc la France est fracturée. Une partie du territoire français est occupée par l'armée européenne. L'Europe est dirigée par le descendant de Van der Leyen.
Donc l'armée européenne soutenue par ce qui reste des États-Unis, la partie est des États-Unis, finance l'armée européenne, et des fronts de libération de tous bords politiques, extrême gauche, extrême droite, sont dans la résistance, sont un peu partout en France. Et au sein de ces trucs-là, le fameux Igor qui se retrouve dans une ville tenue par un groupe de résistants, je ne sais où, et entre deux combats, il se passe un an. Eh bien, c'est pas très brillant, c'est pas. Mais bon. Ah ben t'as voulu que T'as voulu une dystopie, oui, hein. oui, tu l'as eu là. C'est pas moi qui ai choisi le thème, un polar et dystopie, il faut dire qu'on a eu ce qu'on méritait. Voilà, donc je remercie beaucoup François Darnaudet de nous avoir accompagnés dans un livre que vous ne trouverez nulle part, mais qui est quand même, si vous le découvrez, c'est vraiment un bouquin à lire, parce que c'est pas du tout, c'est pas de la science-fiction. C'est un polar historique, mais c'est aussi... Oui. Il y a des personnages, il y a Passmur, il y a des personnages qui flirtent avec le fantastique. Et il y a Verlaine. Il y a Verlaine. Qui est avec sa femme. C'est le quatrième, oui, il y a des passages vraiment fabuleux, je trouve l'intérêt là-dedans. Mais comme il conseille les dieux de Cluny, rapporté à son dernier choix, je vous conseille d'aller vous procurer ce livre incessamment sous peu, derrière le tonneau auquel vous êtes condamné maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, François.